Venons-en à un second type d'écriture des complexes, appelé écriture trigonométrique. Jusque-là, quand nous avons pris un complexe Z, nous l'avons écrit sous la forme A plus IB, qui s'appelle l'écriture algébrique. Eh bien, il existe un second type d'écriture de ces complexes. Avant de définir ce second type, nous allons définir ce qu'on appelle le module de Z. Le module de Z, qui s'écrit entre deux barres comme la valeur absolue, c'est le réel module de Z égale racine de A au carré plus B au carré. Nous sommes alors confrontés au même problème que précédemment avec l'addition de deux complexes. Si Z est un réel, je peux le voir comme un réel mais aussi comme un complexe. Alors si j'écris Z entre barres comme pour une valeur absolue, est-ce que je parle de la valeur absolue de Z où Z est vu comme un réel, ou est-ce que je parle du module de Z où Z est vu comme un complexe? Eh bien, si je vois Z comme un complexe et que je l'écris Z égale Z plus I fois 0 puisque Z est réel, à ce moment-là, le module de Z que j'écris entre barres, mais ici je pense à son module, par définition, c'est la racine de Z au carré, donc partie réelle au carré, plus 0 au carré. C'est donc la racine de Z au carré. Pour un réel, nous savons que la racine de Z au carré, c'est sa valeur absolue, qui va s'écrire de la même manière, mais il s'agit bien de la valeur absolue. Donc nous voyons que quand Z est réel, son module et sa valeur absolue sont égaux. Ainsi, nous pouvons dire que le module prolonge la valeur absolue à tous les complexes. Autrement dit, en restriction au réel, le module et la valeur absolue sont égaux, mais le module est défini sur plus d'objets que la valeur absolue puisqu'il s'étend à tous les complexes. Remarquons que si un vecteur petit u a pour affixe petit z, alors le vecteur u a pour coordonnée AB. De même, si un point grand M a pour affixe petit z, alors grand M c'est le point de coordonnée AB en ligne. Avec la formule qui précède, eh bien nous savons que le module de z est égal à la norme du vecteur u qui est égale à la distance OM. Donc le module d'un complexe s'interprète de manière géométrique en repassant par les images vectorielles ou les images qui sont des points. Si je trace un repère et que dans ce repère je place un point M, enfin je place un point M de coordonnées AB qui est donc d'affixe Z, à Z correspond le complexe A plus IB, eh bien, le vecteur OM, c'est ce vecteur-là. Quelle est la distance entre l'origine et grand M? C'est la distance OM, qui est égale à la norme du vecteur OM, et qui est donc aussi égale au module de Z. Donc le module de Z, c'est la distance entre l'origine du repère, entre 0, et l'image grand M du complexe Z. Nous pouvons même aller encore plus loin dans ce sens. Si sur le même dessin, alors je vais effacer cette partie pour alléger un peu le dessin, si je prends deux points, grand A et grand B, dans le plan, je vais dire que grand A a pour affixe un complexe petit a et grand B a pour affixe le complexe petit b. Nous savons que la distance AB est égale à la norme du vecteur AB. Or, nous venons de voir que la norme d'un vecteur, eh bien cela est égal au module de l'affixe du vecteur AB. Quel est l'affixe du vecteur AB? Eh bien, c'est le complexe petit b moins petit a. Donc, là encore, le module et les complexes permettent de caractériser avec des calculs, avec des objets algébriques, des objets géométriques, comme ici par exemple la distance, entre deux points. Par exemple, je vais définir C qui est le cercle de centre grand A et de rayon 2. Eh bien C, c'est un ensemble de points du plan. J'aimerais bien savoir quels sont les affixes complexes de ces points du plan. C'est-à-dire que je vais traduire par des complexes cet ensemble géométrique de points du plan. Eh bien, je vais regarder l'ensemble grand E, constitué de tous les complexes Z, tel que le module de Z moins petit a est égal à 2. Eh bien, E, c'est exactement l'ensemble des affixes des points de C. Car en effet, dire que petit z est donc E, c'est dire que le module z-a est égal à 2, et donc c'est dire que la distance entre l'image de z et l'image de a est égale à 2. Donc c'est dire que l'image de z se trouve dans le cercle C. Donc finalement, E, d'une certaine manière, souvent nous allons carrément dire qu'il est égal à C. En toute rigueur, C est un ensemble de R2 et E est une partie de C,
mais on les identifie car il y a donc un lien très fort entre les complexes et le plan. En particulier, U, qui est, on le note souvent, cercle de centre 0 et de rayon 1, et bien finalement, U, c'est bien l'ensemble de tous les complexes Z, tels que le module de Z est égal à 1. Puisqu'en fait, le module de Z, c'est bien le module de Z moins 0, 0 est le centre et 1 est le rayon. Donnons quelques propriétés directes de ce module. Si Z est un complexe, alors la valeur absolue de la partie réelle de Z est plus petite que le module de Z. Il en est de même pour la valeur absolue de la partie imaginaire de Z. Deuxième point, le module de Z est nul si et seulement si Z est nul. Et troisième point, si lambda est un réel, le module de lambda Z est égal à la valeur absolue de lambda fois le module de Z. Donc ici, c'est bien une valeur absolue puisque lambda est un réel. On pourrait aussi dire que c'est le module de lambda, mais il est vrai que pour un réel, on parle plutôt de valeur absolue, même si c'est la même chose, comme nous l'avons dit. Et par contre, Z étant un complexe, il n'a pas de raison d'être réel, donc ici c'est le module de Z. Pour ce qui est de la démonstration, il est intéressant de noter que, comme très souvent avec les complexes, nous pouvons donner deux démonstrations différentes. Celle qui ne va manipuler que les objets complexes, avec les opérations et les manipulations que nous avons faire avec eux, et ensuite une démonstration où nous allons passer du monde des complexes au monde de la géométrie et donner une démonstration géométrique. Donc je vais faire les deux sur cet exemple puisque les deux sont assez rapides à faire. Donc je vais d'abord faire toutes les démonstrations en n'utilisant que les complexes. Je vais noter Z égale A plus IB, donc petit a c'est la partie réelle de Z et petit b c'est sa partie imaginaire. Nous savons que le module de Z, c'est la racine de A2 plus B2. Mais B carré, c'est un réel qui est toujours positif. Donc la racine de A2 plus B2, c'est supérieur à la racine de A2. La racine de A2, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, c'est la valeur absolue de A. Donc c'est bien la valeur absolue de la partie réelle de Z. Pour la partie imaginaire, il suffit de faire exactement la même chose en inversant les rôles de petit a et petit b et en utilisant que a au carré est positif. Pour le deuxième point, le module de Z est nul, si et seulement si la racine de A2 plus B2 est nulle. Donc si et seulement si A2 plus B2 est nul. Comme A2 et B2 sont tous les deux positifs, si leur somme est nulle, eh bien c'est que les deux sont nuls. Donc que A et B sont tous les deux nuls. Dire que A et B sont nuls, c'est bien sûr dire que Z est nul. Pour le troisième point, là aussi, nous nous contentons de revenir à la définition. Le module de lambda Z, c'est la racine de lambda petit a au carré plus lambda petit b au carré. C'est donc la racine de lambda carré fois la racine de A2 plus B2, ce qui est exactement la valeur absolue de lambda fois le module de Z. Mais nous pouvons donc, comme je le disais, refaire toutes ces démonstrations de manière tout à fait géométrique. Je vais toujours utiliser le même complexe petit z égale a plus ib et je vais introduire grand M, le point image de petit z, c'est-à-dire le point qui a pour coordonnées petit a, petit b dans le plan. Alors, nous pouvons définir les projections orthogonales de M sur les deux axes. Je peux appeler M1 le projeteur orthogonal de M sur l'axe des abscisses, donc M1 a pour affixe petit a. Et je vais définir aussi le point M2, projeteur orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, qui a donc pour affixe petit b. En utilisant le théorème de Pythagore, je sais que la distance OM est supérieure à la distance OM1, puisque OM est l'hypoténuse d'un triangle rectangle en M1. Et de la même manière, l'hypoténuse OM est plus longue que la distance OM2. Or, il se trouve que OM, par définition, c'est exactement le module de Z, puisque Z est l'affixe de M. La distance OM1, eh bien, c'est la valeur absolue de petit a, et la distance OM2, c'est la valeur absolue de petit b. Donc finalement, ce théorème de Pythagore nous assure bien que le module de Z est plus grand que la valeur absolue de petit a, mais petit a c'est bien la partie réelle de Z. Et de la même manière, le module de Z est plus grand que
la valeur absolue de la partie imaginaire de z. Pour le deuxième point, nous allons repasser par un résultat de géométrie que nous avons démontré dans le chapitre, dans la vidéo sur les coordonnées cartésiennes. Le module de z est nul si et seulement si la norme du vecteur OM est nulle, puisque nous avons vu que l'interprétation géométrique du module de z, c'est qu'il est égal à la norme du vecteur OM. Or, nous savons que la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si ce vecteur est nul. C'est donc équivalent à dire que M est nul. Le complexe nul a pour affixe 0, donc si M est nul, c'est que Z est nul. Pour le troisième point, là aussi, nous utilisons un résultat déjà connu en géométrie. Le module de lambda Z, c'est donc, par interprétation géométrique, la norme du vecteur lambda fois OM, et nous avons vu que, toujours dans la vidéo sur les coordonnées cartésiennes, la norme de lambda fois le vecteur OM, c'est valeur absolue de lambda fois la norme de OM. C'est donc bien la valeur absolue de lambda fois le module de z. Donc vous voyez que les deux points de vue, traits calculatoires et algébriques avec des complexes ou purement géométriques, ces deux points de vue correspondent parfaitement et l'on peut traduire les raisonnements de complexes en raisonnements géométriques ou inversement. Remarquons que si l'on prend un complexe z différent de 0, alors le module de z divisé par son module, alors nous avons bien le droit de considérer cette fraction, puisque d'après le résultat précédent, si z n'est pas nul, son module non plus, donc nous pouvons bien diviser z par son module. Ça c'est le module de la constante 1 sur module de z, fois petit z. Donc d'après le dernier point que nous venons de démontrer, ceci est égal à la valeur absolue du réel 1 sur module de z, fois le module de z. Mais le réel 1 sur module de z est positif, donc il est égal à sa propre valeur absolue. Il ne nous reste donc que ceci, et cela est toujours égal à 1. Donc vous remarquerez que dire que le module de z divisé par son module est égal à 1, c'est le pendant complexe du résultat sur les vecteurs qui exprimait que un vecteur divisé par sa norme est un vecteur de norme 1. Nous allons maintenant introduire un objet primordial que l'on va appeler l'exponentielle complexe. Si θ est un réel, nous allons appeler exponentielle complexe de iθ un complexe qui est tout simplement le complexe cosinus θ plus i sinus θ. Nous allons le noter e puissance iθ, ou plutôt exposant iθ, ou on peut aussi le rencontrer parfois exp de iθ. Alors pourquoi est-ce que l'on introduit cet objet ? J'espère que vous arriverez à le comprendre au fur et à mesure de l'utilisation que nous allons faire de cet objet. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle exponentielle complexe et qu'on le note i exposant iθ ? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Le complexe cos θ plus i sinus θ va s'avérer très important. Il faut lui donner un nom et une notation. Pour l'instant, disons qu'un peu arbitrairement, nous l'appelons exponentielle complexe de iθ et que nous le notons e exposant iθ. Ça n'est pas le réel e à la puissance iθ. Une puissance complexe, cela n'a pas de sens, en tout cas avec cette écriture. Donc, c'est un peu opaque pour l'instant, mais au fur et à mesure de votre année de MPSI et puis aussi avec les séries entières dans l'année de MP, vous verrez le lien entre l'exponentielle réelle que vous connaissez et cette exponentielle complexe. Mais déjà dans le chapitre sur les complexes, vous verrez que cette exponentielle complexe présente beaucoup de propriétés qui sont les mêmes que celles de l'exponentielle réelle. Donc pour l'instant, pour nous, exponentielle complexe et cette notation, ça tombe un peu du ciel, mais il y a une réelle explication profonde derrière cela que vous comprendrez plus tard. Alors la première remarque que l'on peut faire, c'est que le cercle trigonométrique que nous avons noté U, en tant qu'ensemble de points du plan, c'est l'ensemble de tous les points qui s'écrivent cosinus θ, sinus θ, quand θ parcourt R. Ceci, c'est la représentation paramétrique de U. Si nous transformons cet ensemble de points du plan en ensemble de complexes, tout simplement en prenant les affixes de tous les points du plan qui sont là, nous pouvons identifier cet ensemble à l'ensemble de tous les cos θ plus i sinus θ lorsque θ parcourt R, puisque finalement, ce point et ce complexe, c'est plus ou moins la même chose. Et donc avec notre notation d'exponentielle complexe, cet ensemble, c'est exactement l'ensemble de tous les eiθ quand θ parcourt R.
Nous pouvons d'ailleurs placer dans le plan l'image du point EIθ. Il suffit, comme toujours, de tracer un cercle trigonométrique que je vais faire assez rapidement. Il n'est pas très joli. Hop. Voilà, on va dire que c'est un cercle trigo. Eh bien, si je trace la droite qui forme avec l'horizontale l'angle θ, eh bien, le point EIθ se trouve ici. Finalement, l'image de EIθ, c'est le point qui se trouve sur le cercle trigo et qui forme un angle θ avec l'horizontale. L'affixe vectoriel de EIθ, c'est d'ailleurs le vecteur que nous avions noté Uθ dans les vidéos précédentes. Donc je peux aussi le tracer en orange par exemple. Ce vecteur-là, c'est bien l'affixe vectoriel du complexe exponentiel Iθ, et nous l'avons souvent noté Uθ dans les vidéos précédentes. Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour définir cette écriture trigonométrique d'un complexe. Prenons donc un complexe petit z, non nul, ceci va être indispensable pour la suite. En effet, s'il est non nul, nous allons pouvoir diviser z par sa norme, et comme nous l'avons vu avant, z divisé par son module, pas sa norme, z divisé par son module, est lui-même de module 1, donc il appartient à U. D'après la représentation paramétrique que nous avons évoquée juste page de gauche, eh bien si z sur son module est dans U, il existe un réel θ, tel que z est égal à exponentielle Iθ. En remultipliant tout ceci par module de z, nous obtenons que z est égal à son module fois exponentielle Iθ. Et ceci, c'est ce que l'on appelle l'écriture trigonométrique de petit z. Dans cette écriture, eh bien, le module de z, nous savons déjà qu'il s'appelle module de z. Le deuxième point important, c'est θ. θ va s'appeler un argument de z. Attention, je note bien un argument car il n'est pas unique. Il est unique uniquement à 2π près, c'est-à-dire qu'il n'est unique que modulo 2π. C'est-à-dire que dans tout intervalle de longueur 2π, il existe un unique θ qui vérifie cette phrase-là. En particulier, dans l'intervalle moins π, en prenant bien garde de l'ouvrir à gauche et fermer à droite, puisque π et moins π sont égaux à 2π près, donc il faut exclure une des deux bornes. Dans l'intervalle moins π ouvert à gauche, π fermé à droite, eh bien il existe un unique réel θ0, tel que z est égal à son module fois exponentielle i θ0. Ce réel θ0 est un argument un peu particulier, c'est le seul qui se trouve dans l'intervalle moins π, on l'appelle l'argument principal de z, et on le note arg de z. Ce qui signifie que, à chaque fois que vous aurez un réel θ tel que z est égal à module de z fois EIθ, eh bien θ sera égal à l'argument principal modulo 2π, il ne faut jamais oublier ce modulo. J'espère que vous aurez remarqué que la construction que nous venons de faire est tout à fait similaire à celle qui nous a permis de définir les coordonnées polaires d'un point. Lorsque nous avions un point M, non nul, nous avons divisé le vecteur OM par sa norme, il était de norme 1, nous l'avons écrit sous la forme cos θ sinus θ, et nous avons pu définir les coordonnées polaires. Eh bien, ce module et cet argument, c'est la même chose que des coordonnées polaires. À un tout petit détail près sur lequel je vais revenir après. Donc, si z n'est pas nul, et qu'il est d'image grand M, eh bien, si R est un réel positif et θ est un réel quelconque, dire que z est égal à R exponentielle Iθ, c'est tout à fait équivalent à dire que le couple Rθ est un couple de coordonnées polaires de grand M. Alors c'est à cause de cette similitude que je me suis permis de faire une vidéo sur les coordonnées polaires dans le plan, alors que ces coordonnées polaires ne sont pas au programme de MPSI. Mais disons que comprendre les coordonnées polaires permet de mieux comprendre ces histoires de modules et d'arguments. Alors on peut faire plein d'analogies entre les deux. Nous avons vu que lorsque l'on connaît les coordonnées polaires d'un point, il est facile d'obtenir les coordonnées cartésiennes. Eh bien, c'est la même chose pour les complexes. Si l'on connaît l'écriture trigo d'un point, d'un complexe, il est facile de donner son écriture algébrique. Si z est égal à r EIθ, eh bien z est égal à r cosinus θ plus i fois r sinus θ.
Donc l'écriture trigo nous donne directement l'écriture algébrique. L'inverse est beaucoup plus délicat, de même que nous ne sommes pas capables en général pour l'instant de passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Si z est égal à 1 plus 2i, eh bien nous avons besoin, pour pouvoir donner les coordonnées cartésiennes, de donner la valeur de l'angle qui va de l'horizontale vers le vecteur de coordonnées 1, 2. Et ça n'est pas un angle remarquable, connu, nous ne connaissons pas sa valeur, donc nous ne pouvons pas donner l'écriture trigonométrique de ce complexe Z. Alors nous pouvons quand même, dans certains cas simples, donner l'écriture trigo. Par exemple, si Z est égal à 1 plus I, nous savons que Z c'est racine de 2, qui est son module, fois le complexe 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois I. Or 1 sur racine de 2, c'est le cosinus et c'est aussi le sinus de pi sur 4. Donc finalement, ce complexe, c'est racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4. Donc, dans un cas simple, nous savons reconnaître l'angle en question parce que c'est un angle remarquable, ici pi sur 4, eh bien dans ces cas simples, nous pouvons passer de l'écriture, j'allais dire cartésienne, mais de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique. Mais ce sont des cas un peu favorables et particuliers. Et pour finir, j'ai évoqué juste avant une petite différence entre les coordonnées polaires et l'écriture trigonométrique. Il y a en effet un piège. Nous avons dit que 0 a pour couple de coordonnées polaires tous les couples de la forme 0 θ quand θ parcourt R. Donc en tant que coordonnées polaires, 0 en a une infinité. Par contre, attention, 0 n'a pas d'argument. Et il n'a pas d'écriture trigonométrique. Donc pas d'argument. Il n'a pas d'argument ni écriture trigo. Alors on aurait pu dire que en mimant ce que nous venons de faire, ce que nous venons de rappeler pour les coordonnées polaires, on aurait très bien pu dire que 0 a une infinité d'écritures trigonométriques qui sont toutes les écritures de la forme 0 fois EIθ quand θ parcourt tous les réels. Ça n'est pas l'habitude, la convention c'est que 0 n'a pas d'argument. C'est le seul complexe qui n'a pas l'écriture trigonométrique et qui n'a pas d'argument. Donc attention à cette petite différence entre les deux. Et j'arrêterai ici cette vidéo.